qui sont là. Donc je me présente, je m'appelle Anne-Céline Guyon, je coordonne le Front commun pour la transition énergétique. En fait, mon parcours est assez, somme toute, simple. Moi, j'ai débarqué dans le portrait de la protection de l'environnement avec la lutte à Énergie Est, en fait, contre le projet d'Holoduc comme simple citoyenne indignée par ce projet-là. Je me suis impliquée dans les comités citoyens locaux qui s'étaient constitués le long du tracé. J'ai participé notamment à la création de la campagne Coule pas chez nous, la fameuse campagne qui avait reçu un don de Gabriel Nadeau-Dubois. C'est ça, puis une chose en entraînant une autre, d'un doigt qu'on mettait dans le militantisme, c'est tout le cas qui a embarqué. Je me retrouve maintenant donc coordonnatrice d'une grande coalition que je vais vous présenter succinctement au début de ma présentation. Donc rapidement, moi aujourd'hui je vais vous parler de transition énergétique, je vais vous parler surtout de qu'est-ce qu'une vraie transition énergétique porteuse de justice sociale, quels sont les défis à relever quand on parle de transition énergétique. Donc déjà, je vais vous présenter évidemment mon organisation. Pourquoi est-ce qu'on doit absolument entamer, en tout cas, elle est déjà entamée, mais accélérer, somme toute, la transition énergétique. Je vais vous présenter le processus, la démarche réflexive du Front pour justement essayer de définir cette fameuse transition énergétique porteuse de justice sociale. Puis vous montrer justement quelle est cette définition, quels sont les critères, les principes qu'on a établis, et pour finir après par la conclusion. Donc très rapidement, c'est quoi le Front commun pour la transition énergétique? C'est une coalition de 60 organisations à travers la province du Québec, une coalition que somme toute j'ose qualifier d'historique à quelque part, parce que dans l'histoire du Québec, j'ai même envie de dire ailleurs sur la planète, pour être en relation avec d'autres groupes internationaux. Quand j'évoque le Front commun, la plupart me regardent avec des yeux de même en disant « Waouh, comment vous faites ça ?» 60 organisations, vous avez toutes les ONG environnementales qui sont là, Equitech, Greenpeace, Fondation David Suzuki, Nature Québec et j'en passe. Vous avez aussi tous les comités citoyens à travers la province de Québec. Vous avez de plus en plus de syndicats aussi qui s'allient avec nous autres, dont la FTQ notamment, qui est sur notre comité d'administration, et même la Foire Écosphère, qui est membre du Front commun pour la transition énergétique. Et aussi quelques groupes issus des Premières Nations et des organisations plus du type altermondialiste qui travaillent beaucoup en droits humains. Donc vous voyez que somme toute quelque chose de très large, de très diversifié, et c'est de cette diversité que je pense nous tirons notre force pour justement proposer ce que devrait être une vraie transition énergétique. La mission du Front, écoutez, d'un Front qui s'est au départ constitué surtout sur l'axe lutte, donc comme je le disais tout à l'heure, qui est un Front qui s'est beaucoup plutôt au début, en tout cas coalisé, mis ensemble, les organisations se sont mises ensemble dans le cadre de la lutte à Énergie Est, parce qu'ils avaient identifié que on serait plus efficace en travaillant ensemble, que les différentes stratégies mises en place autant par les comités citoyens que par les organismes environnementaux se complétaient, et donc pour être plus efficace, donc on s'est mis ensemble, on s'est coordonné, mais très vite au-delà de l'axe lutte, non seulement à Énergie Est, mais aussi de manière générale aux énergies fossiles, à tout nouveau projet d'exploration ou d'exploitation des énergies fossiles. On a identifié le besoin de travailler sur l'axe transition, donc sur le positif, les solutions, les alternatives aux énergies fossiles. Et donc on en a fait vraiment le cœur de notre mission. Donc le Front commun, sa mission se lit comme suit, c'est que nous contribuons à l'élaboration collective et à la mise en œuvre d'une transition énergétique structurante et porteuse de justice sociale. En gros, voici la présentation de l'organisation. Et pourquoi justement identifier que nous avons besoin d'une transition énergétique? Alors je vais passer plutôt rapidement, les gens ici sont conscientisés, vous le savez, on est dans un contexte d'urgence climatique comme jamais. Tous les scientifiques nous le disent, on est bien en deçà en termes de politique publique, en termes d'action, de ce qu'on devrait être, de ce qu'on devrait faire surtout
justement pour lutter efficacement contre ces changements climatiques-là, ou du moins pour en atténuer les impacts. Là, ce que vous voyez, c'est la photo de la fameuse Marche Action Climat de 2015 à Québec. On était quand même 25 000 dans les rues de la capitale nationale pour dire au gouvernement qu'il fallait dire non au sable bitumineux, puis oui à la lutte contre les changements climatiques. Donc, vraiment, urgence d'agir parce qu'évidemment, les changements climatiques sont dus en grande partie à l'activité humaine sur la planète. Vous savez que le GIEC, par exemple, dans son évaluation de 2013, nous disait que l'élévation de la température moyenne à la surface du globe au siècle dernier, en fait, entre 1900 et 2012, est estimée à 0,9 degrés Celsius. Et que la première décennie du XXe siècle, donc la décennie que nous venons de traverser, a été la plus chaude depuis la mise en place des relevés de température. Donc vraiment, on est dans un contexte où le réchauffement climatique s'accélère très fortement, avec tous les impacts évidemment sur non seulement les activités humaines, mais également la biodiversité qui vont croître avec l'accélération des changements climatiques. Vous le savez aussi, on est dans un contexte international où le Canada, avec le nouveau gouvernement Trudeau à l'époque, qui venait tout juste d'être élu, est arrivé à Paris en 2015 dans le cadre de la COP21 en disant « Canada is back », on y a tous cru, a signé l'accord, le fameux accord de Paris, un accord qui a été signé quand même par 195 pays à travers le monde, donc la grande majorité des pays. Et cet accord nous dit qu'il faut limiter la hausse de la température mondiale nettement en dessous des 2 degrés Celsius d'ici 2100, et en se fixant un objectif plus précis de 1,5 degrés Celsius au possible. Le problème qu'on a concrètement, c'est que l'accord de Paris, même s'il était respecté stricto sensus actuellement par les pays qui l'ont signé, les engagements étatiques nous conduisent vers un réchauffement planétaire de 3 degrés Celsius. Donc même en respectant l'accord de Paris, on est déjà au-delà de ce que normalement la planète pourrait supporter. En tout cas, 2 degrés Celsius. Pourquoi ce 2 degrés Celsius? Souvent, je me fais poser la question. C'est parce que les scientifiques ont établi que c'était vraiment la limite établie au-delà de laquelle, en fait, le phénomène d'emballement climatique serait totalement incontrôlable. Donc voilà pourquoi on a ciblé cette augmentation de température-là à ne pas dépasser. Et malheureusement, donc ça je vous dis, idéalement il faudrait le respecter, mais même si on le respecte, on est dans le champ. Et là, de toute façon, à l'heure actuelle, toutes les études qui sont sorties depuis 3 ans démontrent clairement que de toute façon, les États à l'heure actuelle n'en font même pas assez pour respecter l'accord qu'ils ont signé. Le Canada étant particulièrement, je dirais, emblématique à ce niveau-là. Vous le savez, nous avons un gouvernement fédéral qui, à l'heure actuelle, nous promet, en tout cas se targue d'être un leader à la lutte au changement climatique sur le plan international, mais est prêt à investir 4,5 milliards de dollars dans un vieux tuyau rouillé qui s'appelle Trans Mountain en Colombie-Britannique pour forcer le passage de l'oléoduc, alors que la Colombie-Britannique s'y oppose, alors que les Premières Nations de Colombie-Britannique s'y opposent, alors que la population de Colombie-Britannique s'y oppose. Donc vous voyez, nous sommes face à un gouvernement fédéral qui tient un double discours et qui est très très loin et encore, j'ai envie de dire, ce qu'il nous dit, c'est que oui, on va faire passer Kinder Morgan, mais vous inquiétez pas, on va être responsable, puis on va gérer l'exploitation des sables bitumineux de manière environnementalement responsable, puis on a un plan de climat qui va nous permettre quand même d'atteindre nos cibles. C'est fou, tout simplement, il n'y a pas à tergiverser. La commissaire à l'environnement fédéral, il y a 2 ou 3 mois de ça, révélé que le Canada, à l'heure actuelle, ne fait absolument rien pour rencontrer ses cibles. Le plan climat qui existe à l'heure actuelle, c'est des mesurettes, quelques milliards par-ci, quelques millions par-là pour le transport en commun ou des choses comme ça, mais ce n'est absolument pas à la hauteur de ce que nous devons faire.
Et rappelons aussi que présentement, les cibles canadiennes de réduction de gaz à effet de serre, ce sont les cibles qui ont été établies par le gouvernement Harper et le gouvernement Trudeau ne les a pas rehaussées. Donc, encore une fois, nous sommes très, 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 très loin de faire ce qu'il faudrait faire. Et nous sommes d'autant plus loin que le budget carbone de la planète pour respecter ce fameux 2 degrés Celsius, même 1,5, vous voyez là, je vous présente une diapositive de ce qu'on appelle la bulle carbone, c'est-à-dire que les réserves connues actuelles d'énergie fossile, donc à la fois pétrole, gaz et charbon, donc les réserves connues représentent 2,7 milliards de tonnes de CO2 si on les exploite entièrement dans l'atmosphère. Or, si on veut respecter l'accord de Paris, nous devrions laisser 80% de ces réserves-là dans le sol. Nous n'avons un budget carbone que de l'ordre de 565 millions de tonnes de CO2. Or, clairement, notamment au niveau des sables bitumineux, ça veut dire qu'il faudrait que 85% de l'exploitation des sables bitumineux reste dans le sous-sol et ne soit pas exploité. Ce que ça veut dire concrètement, beaucoup d'études l'ont démontré, c'est que nous n'avons plus du tout de place au niveau mondial pour toute nouvelle infrastructure d'exploration, d'exploitation des énergies fossiles. Nous devons, en fait, ce que les scientifiques nous disent, c'est que nous devons commencer à stopper toute nouvelle infrastructure. Donc ça veut dire évidemment fermer toutes les mines de charbon, ça veut dire plus du tout de nouveaux oléoducs, ça veut dire plus de puits de gaz de schiste ou de pétrole de schiste. Puis, ce qui est exploité à l'heure actuelle, nous devons tranquillement gérer la sortie de ces exploitations-là. Enfin, tranquillement, quand je dis tranquillement, c'est en fait le plus rapidement possible. Donc, vous voyez, en gros, ce que ça veut dire concrètement pour le Canada, c'est que faudrait un moratoire sur l'exploitation des énergies fossiles, donc que ce soit les sables bitumineux albertains ou par exemple ici au Québec, l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste, versus un vrai plan de transition énergétique qui nous permettrait de sortir graduellement de l'exploitation actuelle. Et soyons clairs, c'est ce que nous, au Front commun, nous demandons. Nous prenons pas la sortie demain du secteur des énergies fossiles, nous ne demandons pas de le fermer là, demain, un truc. Ce que nous demandons, c'est un moratoire sur l'expansion de l'exploitation et une gestion de la sortie. Ça, j'insiste vraiment là-dessus parce que la plupart du temps, nos détracteurs nous targuent de vouloir justement fermer ce secteur-là du jour au lendemain au détriment notamment des gens qui travaillent dans ces secteurs-là. C'est faux. Vous allez le voir. Vous allez voir dans nos critères, justement, nous travaillons, nous réfléchissons à comment travailler avec les gens de ce secteur-là pour les aider à transitionner eux aussi. Donc le Front commun, depuis un peu plus d'un an maintenant, voire même 18 mois, ses membres en fait se sont réunis puis ont donné mandat au comité de coordination pour justement se questionner sur qu'est-ce que la transition énergétique. Parce que en fait, lors d'une assemblée, on s'est dit, c'est bien beau de parler de transition énergétique, mais concrètement, c'est quoi une transition énergétique? Pourquoi il est important de se questionner sur ce que c'est? C'est pour pouvoir après mieux agir, mieux porter des plans d'action efficaces. Donc, plusieurs réunions de travail ont eu lieu en l'espace d'un an. On s'est réunis à plusieurs reprises. Puis un vrai comité de travail s'est mis en place, reflétant pas mal la diversité des membres du Front. Et une première version de travail a été validée en septembre 2017. Et là, nous venons tout juste, donc c'est une primeur aujourd'hui que je vous donne, c'est la première conférence où on publicise ces fameux critères de la transition énergétique. Donc nous venons d'adopter la version diffusable. Donc vraiment une démarche très ancrée dans un processus réflexif, diversifié avec l'ensemble de nos membres. Ça, je tiens à le préciser parce que c'est aussi au cœur de nos valeurs. Pour nous, le processus démocratique doit être solide afin justement de pouvoir après s'appuyer sur des bases très
très bien ancré pour pouvoir après aller de l'avant. Donc, après toute cette démarche-là, ben, voilà, on arrive à ces fameux critères d'une transition énergétique porteuse de justice sociale. Donc, quels sont ces critères au final? Évidemment, le premier, c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre, en fonction évidemment de l'accord de Paris. Donc, c'est de dire qu'une transition énergétique porteuse de justice sociale doit obligatoirement, en tout cas, respecter l'accord de Paris, voire même aller au-delà, évidemment, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les engagements étatiques, notamment, ne sont pas à la hauteur du réel défi qu'on veut relever. Donc, c'est comme le critère, j'ai envie de dire, principal. Les prochains critères que je vais vous présenter sont pas à prendre forcément dans... Il n'y a pas de hiérarchie. Parce que le Front commun... dans sa manière de réfléchir et de penser, vraiment reconnaît l'interrelation entre les différents éléments. Et c'est ça aussi que je veux vous amener aujourd'hui, c'est il faut arrêter de penser en silo, il faut décloisonner nos pensées, puis il faut comprendre que tout est interrelié. Donc, au-delà de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, évidemment, il faut reconnaître qu'une vraie transition énergétique, c'est aspirer à des changements ambitieux. Ça veut dire quoi, aspirer à des changements ambitieux? Ben, c'est de comprendre qu'on va devoir faire face à des transformations majeures qui comportent leur part d'imprévisibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est clair que face à un tel défi qu'on a à relever, personne à l'heure actuelle peut dire qu'il a la solution. La transition énergétique, ça va être souvent des essais-erreurs, des allers-retours, et il faut en avoir conscience. Il faut accepter ça. Parce que notamment dans un contexte où on s'aperçoit que la science est souvent remise en question ces dernières années, faut comprendre que le processus qui doit nous amener vers une transition énergétique, des fois, et oui, des solutions qui vont nous être proposées dans leur application vont pouvoir paraître très bien sur le plan théorique, mais dans leur application vont rencontrer certains obstacles ou certains défis, et peut-être que ce sera d'autres solutions qu'il faudra appliquer. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est à nous d'en avoir conscience et d'embrasser aussi ces difficultés-là. Donc, c'est ça. Aspirer à des changements ambitieux, ça veut aussi dire, dans son ensemble, oser aussi critiquer, demeurer critique face aux technologies émergentes. Je m'explique. Il faut avoir conscience que justement, dans un contexte d'urgence, on le voit déjà depuis plusieurs années, et même à l'intérieur maintenant des grandes réunions internationales, notamment les fameuses COP, à Paris c'était déjà le cas, on l'a encore vu encore plus à la dernière qui avait lieu à Bonn cette année. Certains arrivent avec des solutions miracles qui, soi-disant, nous permettraient de ne pas du tout remettre en question le système qui nous a amenés là où on en est aujourd'hui, qui nous conduit droit dans le mur, mais en disant continuez les amis, continuez à surconsommer, continuez à gaspiller les énergies, c'est pas grave, on a des solutions miracles. On pense notamment à tous les systèmes de géo-ingénierie. Il y en a par exemple qui pensent à envoyer dans l'air des particules de soufre pour diminuer l'effet de serre, justement, ou d'autres encore de diffuser dans les océans des produits chimiques pour que les océans absorbent mieux le dioxyde de carbone, sans interroger les impacts autres éventuels que ces technologies-là pourraient avoir sur la santé humaine, par exemple, sur la biodiversité, bref, sur tout ce qui fait la vie sur la planète Terre en général. Et donc, attention à ces mirages technologiques-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir à l'âge de pierre, c'est pas du tout ça qu'on prône. C'est de dire juste, ayons le courage de se poser les bonnes questions
de voir aussi certains pièges grossiers qu'on peut déjà identifier versus se garrocher sous prétexte de l'urgence à n'importe quelle solution technologique qu'on nous présenterait. Puis, surtout, la première solution, c'est de réduire notre consommation énergétique. Donc de viser la sobriété, viser l'efficacité énergétique. Parce que nous sommes dans un monde de gaspillage à l'heure actuelle. Gaspillage des biens de consommation, et ça veut dire aussi gaspillage de l'énergie que nous demande la production de ces biens de consommation-là. D'où l'importance vraiment de mettre l'accent sur la réduction à la source. Donc voilà un des autres critères pour nous de la transition, c'est que demeurer critique face aux technologies émergentes. Autre élément qui est primordial dans tout ça, c'est évidemment respecter les droits humains. Qu'est-ce qu'on entend par là? Pourquoi aussi est-ce important de respecter les droits humains? C'est parce que ce qu'on constate à l'heure actuelle, si on considère la transition énergétique simplement comme une question de diminuer nos gaz à effet de serre et de juste switcher des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, ben, on passe complètement à côté de certaines questions que nous pose la mise en place de ces fameuses énergies renouvelables. Je m'explique, je donne des exemples. La production, par exemple, de panneaux photovoltaïques ou d'éoliennes, somme toute nécessaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais demande énormément de matériaux, notamment des métaux lourds, des terres rares, ce qui implique dans plusieurs endroits sur la planète et au Canada même, des enjeux qu'on appelle d'extractivisme. C'est quoi l'extractivisme? Eh bien, c'est quand l'industrie, par exemple, minière, envahit un territoire en se fichant totalement, par exemple, de l'acceptabilité sociale des communautés qui sont autour, voire même, dans certains pays en voie de développement, commettre des exactions pour tasser les communautés dont le territoire serait riche, par exemple, en lithium ou autres matières nécessaires pour ces énergies renouvelables-là. Et on sait particulièrement les entreprises canadiennes, les minières canadiennes, sont décriées partout sur la planète à l'heure actuelle pour leur comportement complètement... comment je dirais ça? Parce que les mots ne sont pas assez forts, mais si vous avez lu plusieurs livres, notamment d'Alain Deneau, il décrit très bien cette réalité-là, notamment dans Noir Canada, où certaines compagnies canadiennes commettent des exactions, des crimes contre l'humanité, clairement, pour avoir accès à ces ressources-là. Donc si nous ne prenons pas en compte l'aspect respect des droits humains dans notre transition énergétique, ben nous allons passer à côté aussi de l'occasion qu'est la transition pour revoir notre modèle de société, mais pour revoir notre modèle de vivre ensemble, alors qu'au contraire, ça peut être l'opportunité aussi, justement, de réduire les inégalités sociales, de réduire l'impact sur les communautés, bref. Donc, respecter les droits humains, puis ben, le Front s'appuie notamment sur 3 grands pactes internationaux. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et évidemment la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, que je rappelle le Canada a signé, qu'il est loin encore d'appliquer malheureusement, mais pour nous ce sont des pactes où des droits de base sont énoncés et qu'il faut absolument respecter dans une transition énergétique. Autre élément, réaliser une transition juste pour les communautés, les travailleurs et les travailleuses. On entend de plus en plus parler du concept de transition juste. Moi-même, j'étais à un sommet il y a une dizaine de jours organisé par les grandes centrales syndicales, certains groupes écologistes et les 2 grands fonds comme le Fonds de solidarité FTQ ou Fonds d'action de la CSR, où on s'est posé la question pendant 2 jours, c'est quoi une transition énergétique juste? Faut comprendre que
Dans le cadre de la transition, il va y avoir des perdants forcément. Va y avoir des gens qui actuellement travaillent dans des secteurs forts en émissions de CO2. On peut penser par exemple aux raffineries, on peut penser aux gens qui travaillent dans les stations-service, on peut penser aussi à tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'exploitation des sables bitumineux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, hein, autour de vous, vous avez des très belles photos de ce que sont les sables bitumineux en Alberta. Ça peut paraître beau comme ça, mais quand vous regardez de plus proche, c'est quand même quelque chose. Là aussi, un exemple très concret. Imaginez le 4,5 milliards que Trudeau vient de donner à Kinder Morgan pour son fameux vieux pipeline. Imaginez cet argent-là mis dans une transition énergétique pour aider les travailleurs et les travailleuses du secteur des sables bitumineux à sortir, à se reconvertir, excusez-moi, pour aller dans des secteurs faibles en émissions de GES. C'est ça que nous demandons, tout simplement. En fait, ce serait facile, beaucoup trop facile de dire « Mon Dieu, c'est eux les méchants, c'est nous les gentils, puis laissons-les là où ils sont, puis nous on avance, puis on les laisse sur le bas-côté de la route. » C'est absolument pas ça non plus qu'on demande et qu'on dit. Et là aussi, j'insiste, parce que souvent on nous targue d'être des opposants à tout, de jamais rien proposer, puis de se ficher un peu justement de l'impact économique de cette transition sur certains secteurs. Il faut comprendre que la plupart des grandes centrales syndicales aujourd'hui non seulement reconnaissent les changements climatiques, mais travaillent de plus en plus fortement pour pousser les gouvernements justement à aider les travailleurs et les travailleuses de ce secteur-là à sortir, et nous soutenons cette façon de voir les choses. Nous disons on a besoin d'accompagner ces gens-là. Ils font partie de la solution. Nous ne pouvons pas les abandonner, puis ce serait trop facile. C'est maintenant, arrêtons d'investir dans les énergies du passé, puis investissons dans l'avenir, et notamment investissons de l'argent public là où c'est nécessaire, et donc en partie dans la reconversion de ces secteurs-là. C'est ça une transition juste, et c'est vraiment un élément très très important d'une fameuse transition énergétique porteuse de justice sociale. Autre élément, nécessité d'intégrer des analyses systémiques. Donc, encore une fois, dans une perspective de justice sociale, c'est reconnaître notamment, par exemple, l'intersectionnalité des luttes. Reconnaître, par exemple, qu'il doit y avoir une attention particulière qui est portée à ce que les mesures de transition soient émancipatrices, puis en incluant les communautés dans les processus de manière le plus transversale possible. Ça veut dire quoi, de manière plus vulgarisée? C'est que, par exemple, on sait que, par exemple, les femmes sont beaucoup victimes justement des impacts des changements climatiques, évidemment dans les pays en voie de développement, mais aussi ici, ailleurs. Donc intégrer par exemple les perspectives féministes dans nos réflexions et dans nos manières de voir la transition énergétique nous semble, c'est un exemple parmi d'autres, mais nous semble important à prendre en compte, puis aussi reconnaître justement comment je dirais ça, concrètement le fait que c'est le système dans lequel on est qui nous a conduit à devoir aujourd'hui, au problème qu'on vit aujourd'hui, à devoir justement accélérer une vraie transition. Autre élément d'une transition, c'est reconnaître forcément les responsabilités communes mais différenciées. Ça c'est quoi? Mais c'est des éléments qui sont reconnus sur le plan international, c'est-à-dire que notamment les pays qui vont subir le plus les impacts des changements climatiques, malheureusement, sont souvent les pays qui en sont le moins responsables. Et donc, l'important aussi de faire en sorte que les pays qui sont responsables des changements climatiques assument en partie, en tout cas aident les pays qui ont subi ces impacts mais qui en sont moins responsables dans leur adaptation au changement climatique.
C'est notamment, par exemple, en poussant le gouvernement fédéral à en faire plus au niveau du Fonds international mondial, justement, sur l'adaptation au changement climatique, un fonds de 100 milliards, normalement, accordé, en tout cas décidé, lors de l'accord de Paris, et où les États s'étaient engagés normalement à mettre chacun telle somme dans ce fonds-là, et on sait que pour le moment, le 100 milliards est loin d'être atteint. Donc, nécessité évidemment de reconnaître ces responsabilités-là et de faire en sorte d'aplanir les différences. Autre élément extrêmement important à travers tous les processus de décision, les réflexions, les projets qui vont devoir être mis en place, la mise en place, la mise en œuvre de cette fameuse transition énergétique, l'importance de démocratiser cette transition, c'est-à-dire d'inclure dès le départ tous ceux concernés par les différents éléments. Donc, c'est pas juste de consulter, par exemple, au Canada et au Québec, on soi-disant consulte beaucoup. On a évidemment le BAP, ici au Québec, on a d'autres processus au niveau fédéral. Oui, on est consulté, mais jusqu'à quel point ce qu'on dit est véritablement pris en compte, c'est une autre chose. Donc, des processus démocratiques en incluant tout le monde le plus tôt possible dans les prises de décision, puis tout le long, en fait, des processus. Et enfin, les deux derniers critères, évidemment, à travers tout ça aussi, respecter la biodiversité, parce qu'on parle beaucoup de l'impact sur les communautés humaines, mais on sait aussi que les changements climatiques ont un impact déjà sur la biodiversité, mais que certains projets aussi de transition pourraient en avoir. Et donc, encore une fois, ne pas se poser la question si telle ou telle solution qu'on nous amène n'ont pas aussi des impacts sur la biodiversité, c'est encore une fois passer à côté de toute une partie du problème. Puis même que c'est de dire que non seulement il faut respecter la biodiversité, donc limiter les impacts sur celle-ci, les futurs projets de transition qui s'en viennent, mais idéalement ces projets-là devraient permettre à la biodiversité de plutôt s'épanouir. C'est même pas de limiter les impacts négatifs, mais c'est plutôt de privilégier des processus de transition qui vont permettre à la biodiversité de reprendre sa place sur la planète. Donc ça, c'est très très important aussi à prendre en compte. Et enfin, le dernier critère, et non le moindre, chercher la cohérence financière. Écoutez, on revient toujours un peu au même problème, on le voit là présentement, encore une fois, même exemple, Kinder Morgan. On vient de dégager 4,5 milliards de dollars pour acheter un vieux tuyau rouillé, alors qu'on aurait pu mettre ce 4,5 milliards de dollars là dans une transition énergétique. Donc cohérence financière, ça veut dire non seulement arrêter tout investissement et toute subvention, évidemment, au secteur des énergies fossiles, dans tous les secteurs aussi à haute émission de GES, mais c'est évidemment transférer ces investissements et ces subventions sur les projets porteurs d'avenir, donc sur les projets de transition énergétique. Là-dessus, juste une parenthèse, mais vous le savez, ici au Québec, il y a 2 grandes campagnes en cours présentement, notamment sur le plan financier. Il y a celle de Greenpeace qui demande à Desjardins de sortir ses investissements des pipelines, mais de façon plus générale des énergies fossiles aussi. Et il y a le collectif Sortons la caisse du carbone qui fait pression sur la caisse, la CDPQ, la caisse de dépôt et placement, pour qu'elle sorte ses actifs aussi des énergies fossiles. Puis là, chacun là-dessus, nous, on a vraiment un rôle à jouer en insistant, en demandant, en tout cas si vous êtes membre de Desjardins par exemple, en assistant à vos assemblées générales, en demandant à vos caisses de faire pression sur le mouvement pour qu'il sorte. Et aussi pour vous adresser directement à la caisse de dépôt et placement pour leur demander d'investir dans l'avenir et non dans le passé. Les choses sont en train de bouger quand même. Rapidement, juste vous rappeler qu'à l'échelle planétaire, là, depuis quelques années, on en est quand même à 6 000 milliards de dollars d'annonces de désinvestissement des énergies fossiles, c'est quand même pas rien.
plus de 800, je ne sais plus combien on est exactement, mais je pense que c'était plus de 870 institutions à travers la planète qui ont annoncé qu'elles sortaient des énergies fossiles, dont notamment le grand fonds de pension norvégien, qui pourtant a fait son beurre sur les énergies fossiles, sur l'exploitation des énergies fossiles au large de la Norvège, mais là ils ont clairement annoncé qu'ils n'investiraient plus dans ces projets-là. On peut penser aussi au troisième grand assureur au monde, la compagnie AXA, la banque BNP Paribas par exemple. Bref, il y a eu des très grosses annonces ces derniers mois, ces dernières semaines même. Le mouvement des investissements est en train de s'accélérer. Et donc c'est certain que si nous, de notre bord, on continue à mettre notre argent dans une industrie du passé, dans une industrie, on va louper une coche. Là. On va quand même passer à côté d'une manne, là, clairement. Là. Puis à l'heure où tout le monde commence à se tourner vers l'avenir, nous pour le moment on continue non seulement à stagner, mais j'ai envie de dire même à reculer à ce niveau-là. Donc cohérence financière, véritablement, ça c'est très très important aussi à prendre en compte dans une transition énergétique porteuse de justice sociale. Donc là, je viens de présenter en gros ce que le Front commun a établi comme critères, c'est ces fameux 10 principes. Et je veux juste conclure, puis je vous laisserai la parole. Après, j'ai vraiment le goût qu'on échange et que vous me disiez si vous pensez que ces critères-là ont de l'allure, si vous en ajouteriez d'autres, par exemple, aussi. Juste conclure vite fait sur la nécessité, la transition énergétique. Oui, c'est pas simple. Oui, il y a beaucoup de questions à se poser, mais c'est avant tout une opportunité sans précédent qui s'offre à nous pour véritablement porter un nouveau projet de société. Si on le fait correctement, si on y met l'énergie nécessaire, sans mauvais jeu de mots, là, on est face véritablement à une occasion pour non seulement réduire les impacts des changements climatiques, mais aussi clairement réduire les inégalités sociales, par exemple, la pauvreté, ce genre de choses. Mais pour ça, on a besoin de décloisonner les secteurs et les disciplines. La transition énergétique, elle ne se fera pas si on reste chacun de notre bord. On doit être ensemble, et c'est en grande partie pour ça que le Front commun existe. C'est justement pour permettre ce dialogue entre les différents secteurs de la société civile. Et chacun y a sa place. On a besoin de réfléchir ensemble. On a besoin de s'allier. Comme je le disais tout à l'heure, face aux défis, face aux questions qu'on doit se poser, il va y avoir des ajustements à faire dans le temps. Il va y avoir, au fur et à mesure que les connaissances vont évoluer, aussi il va falloir tout le temps se remettre en question, savoir où on va, mais on a besoin de tout le monde là-dedans. Faut arrêter de rester chacun de son bord, puis au contraire dialoguer. Dialoguer, ça veut aussi dire, c'est pas juste toujours viser le consensus qui trop souvent, à mon goût, nous amène souvent au plus petit dénominateur commun, mais c'est oser les débats. Oser poser les vraies questions, même si on sait que tout le monde ne sera pas d'accord, mais c'est certainement pas en pelletant sous le tapis les questions qui fâchent qu'on va s'en sortir. Bien au contraire, encore une fois, c'est des questions complexes. Il n'y aura pas de solution miracle, il n'y aura pas de solution non plus qui pourront s'appliquer d'un bord à l'autre de l'océan, par exemple. Ce qu'on constate présentement, c'est que les solutions seront plutôt multiples, adaptées localement, notamment au niveau énergétique. L'avenir énergétique que nous proposent maintenant la plupart du temps les gens qui travaillent là-dessus nous disent le futur de l'énergie, ça va être des petites sources de production proches des sources de consommation. Donc par exemple, le temps où c'était des grands projets, par exemple hydroélectriques et tout ça, c'est fini. C'est plus comme ça qu'il faut penser. Puis encore une fois, c'est aussi réduire notre consommation énergétique. Puis, je le répète, mais c'est accepter l'incertitude versus éviter des pièges. Il y a des pièges qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle, puis on va certainement tomber dedans, il faut le reconnaître, mais il y en a qu'on connaît déjà. Puis évitons-les.
Je répète par exemple la question notamment de l'impact de certaines ressources nécessaires au développement des énergies renouvelables sur les communautés. On les connaît, elles existent déjà. Évitons-les au possible. Donc voilà. Donc en gros, je voudrais vraiment conclure sur c'est ça, sur le fait que la transition énergétique, voyons-la comme une opportunité. Ça va pas être facile, mais il y a déjà beaucoup de choses en cours qui se font. Je ne sais pas si vous avez assisté hier soir, notamment à la présentation du livre Demain le Québec, écrit entre autres par Karen Méran et Diego Kremer, mais ça prouve que déjà, non seulement au Québec, mais un peu partout sur la planète, des solutions sont développées, sont en cours, sont mises en place par des petits groupes de personnes qui n'attendent pas que ce soit les politiques publiques qui imposent un modèle, mais qui disent ça suffit, on n'a plus le temps d'attendre que nos gouvernements s'enlignent dans le bon sens. Prenons les choses à bras le corps, puis créons des projets intéressants. Ici, la foire Ecosphère aussi en est un bon exemple. C'est une vitrine justement pour une partie de ces grandes... Oups, les habits lumineux s'effondrent. C'est une part... Oups, j'ai pas juste les habits lumineux qui s'effondrent. Non, c'est ça. Donc, encore une fois, embrassons les défis qu'on a devant nous. Osons dialoguer, osons débattre, et on en sera toujours beaucoup plus fort si on reste ensemble. Merci.